Quand mon père affirmait que les femmes ne valaient rien, il plantait ses yeux dans les miens comme s'il voulait me rayer de ce monde. J'avais seulement 7 ans lorsque j'ai compris qu'être née fille dans cette maison était une sentence à vie. Je m'appelle Joséphine Marie Dubois. J'ai 70 ans et à Amiens on me connaît comme Madame Dubois, l'architecte. Ceux qui me croisent aujourd'hui, reconnus parmi les meilleurs architectes du nord de la France, ignorent que cette femme a grandi en enfer. Un enfer bâti par les mains de son propre père et entretenu par le silence d'une famille brisée par la peur. Si vous m'écoutez vraiment, écrivez dans les commentaires, je vous écoute. Cela me réchauffe de savoir qu'il existe encore des personnes capables d'entendre sans détourner la tête par égoïsme. Je suis née en 1953, dans une petite maison de briques de la banlieue d'Amiens, dans la Somme. Notre logis se trouvait en retrait du centre-ville, à la frontière de Corbie. C'était une bâtisse modeste, avec des carrelages fendus, des murs qui s'écaillaient et un toit qui menaçait de s'effondrer à chaque pluie battante. Dans le minuscule jardin poussait un pommier tordu, quelques poules faméliques et couraient braves, notre chien Bâtard, le seul à me témoigner un peu de tendresse. Mon père, Séverin Dubois, travaillait comme maçon. Il avait des mains dures, la peau brunie par le soleil et des petits yeux toujours aux aguets. Il quittait la maison à l'aube pour les chantiers de la région et rentrait souvent après le coucher du soleil. Les rares soirs calmes, il se contentait de manger en silence avant d'aller se coucher. Mais la plupart du temps, il s'attardait au café de Monsieur Joachim avant de rentrer. Très tôt, j'ai appris à reconnaître le rythme de ses pas. Quand il résonnait ferme et régulier, cela voulait dire qu'il était sobre et que peut-être la nuit serait paisible. Quand il traînait, hésitant, entrecoupé de rires lourds ou de grognements, je savais que l'orage approchait. Alors je filais dans mon coin de chambre, simple renfoncement du salon séparé par un rideau à fleurs, et je faisais semblant de dormir. Parfois il me laissait tranquille, parfois non. Les femmes ne servent qu'à 2 choses, répétait-il en crachant ses mots avec son haleine de pastis. Et aucune d'elles n'a besoin de réfléchir. Ma mère, Joséphine, lui était tout l'opposé. Petite, fine, les mains encore douces malgré le labeur. Elle parlait à voix basse, presque en chuchotant, comme si occuper l'air autour d'elle était déjà trop. Elle gagnait sa vie comme blanchisseuse, s'occupant du linge des familles aisées de la ville. Chaque matin avant l'aube, elle allumait le poêle à charbon, préparait le café puis partait à la laverie ployant sous ses ballots. Je la voyais se faner jour après jour, comme une fleur privée de soleil. Ses yeux, autrefois brillants sur les rares vieilles photos, s'étaient voilés, absents, toujours perdus vers un horizon lointain. Mon frère Antoine, mon aîné de 5 ans, avait d'abord été mon compagnon de jeu. Il me fabriquait des petites voitures en bois, m'apprenait à faire voler des cerfs-volants et me protégeait des moqueries des autres enfants. Mais à 12 ans, il changea. Il adopta la démarche, les manières, jusqu'au regard de mon père sur les femmes dans la rue. Un garçon doit apprendre tôt à être un homme, disait fièrement mon père en lui ébouriffant les cheveux. Et pour moi, il n'avait qu'un regard chargé de mépris, ajoutant toujours qu'une fille devait apprendre à servir. La table de la salle à manger incarnait à elle seule la hiérarchie familiale. Mon père trônait en bout de table. Antoine occupait la place à sa droite. Ma mère et moi étions relégués de l'autre côté. D'abord c'était toujours mon père qui se servait puis venait le tour de mon frère. Ce qu'il restait dans le plat, souvent bien peu, était réservé à ma mère et à moi. Elle répétait que l'homme avait besoin de plus de nourriture parce qu'il travaillait quand je me plaignais d'avoir faim. Mais mon frère n'avait encore jamais mis les pieds sur un chantier, il allait à l'école comme moi. La seule différence, disait mon père, c'est qu'il était né avec ce qu'il appelait le bon outil. L'école était mon unique échappatoire. Pendant quelques heures je pouvais oublier l'odeur humide de notre maison, les éclats de voix de mon père et les sanglots étouffés de ma mère. Je dévorais les livres et j'aimais apprendre, découvrir qu'au-delà des collines de notre ville il existait un autre monde. Madame Carmen, mon institutrice, assurait que j'avais du talent et que j'étais brillante. Un jour elle a confié à ma mère que cette petite irait loin. Ma mère lui a rendu un sourire mélancolique comme quelqu'un qui sait d'avance que certaines portes restent closes. Je rapportais ses compliments à la maison toute fière mais j'ai vite appris à les garder pour moi. Mon père marmonnait qu'une fille n'avait pas besoin de savoir lire. Il ajoutait qu'elle ferait mieux d'apprendre à bien cuisiner. Les jours de marché ma mère m'emmenait pour l'aider à porter les provisions. J'étais fascinée par les couleurs des étals, les odeurs d'épices et le brouhaha des conversations. C'était comme si la ville entière se transformait en fête. Un jour je suis restée figée devant un stand de jouets, émerveillée par une poupée en tissu. Je n'avais jamais eu de vraie poupée, seulement celle bricolée avec des épis de maïs et des bouts d'étoffe. Le marchand, un vieil homme aux cheveux blancs et au sourire doux, m'a demandé si je voulais celle-là.
Avant même que je réponde, ma mère m'a tiré par le bras en murmurant que nous n'avions pas d'argent. Je savais pourtant que ce n'était pas qu'une question d'argent mais aussi la crainte que mon père découvre une dépense jugée inutile. Chaque année qui passait, Antoine ressemblait davantage à notre père. Non seulement par le visage, ce même menton carré et ses petits yeux, mais surtout par sa façon de traiter les femmes comme des êtres inférieurs. Il me lançait des ordres comme « apporte-moi de l'eau », même quand il était plus près de la cruche que moi. Si je tardais, la gifle tombait sur ma tête, copie conforme de celle que mon père distribuait à ma mère. À l'école, les enseignants se plaignaient de son comportement. Ils disaient qu'il se montrait violent avec les filles et irrespectueux avec les institutrices. Ma mère rapportait cela à mon père mais il répondait toujours de laisser faire, qu'un garçon devait apprendre à devenir un homme. Ces souvenirs me bouleversent encore aujourd'hui. Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire car j'ai envie de connaître chaque personne courageuse qui l'écoute. Et si vous appréciez ce récit, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires de grand-mère française. Chacune d'entre nous porte une vie qui vaudrait un livre. À 10 ans, mon institutrice m'a offert un cahier neuf. C'était un simple carnet à la couverture cartonnée verte mais pour moi c'était un trésor. Je le cachais sous mon matelas et je n'y écrivais que lorsque j'étais certaine que personne ne me verrait. J'y inventais des histoires, des poèmes et je dessinais. J'y créais des univers où les filles pouvaient devenir ce qu'elles voulaient, astronautes, médecins ou professeurs. Des mondes où les pères embrassaient leurs filles et leur disaient qu'ils étaient fiers d'elles. Des mondes où la peur n'existait pas. Un jour mon père est tombé sur ce cahier. Je ne sais pas comment. Peut-être avait-il fouillé mes affaires pendant que j'étais en classe. En rentrant ce jour-là, je l'ai trouvé assis dans le salon, le cahier ouvert entre ses mains calleuses. « C'est quoi cette saleté » a-t-il lancé en brandissant le carnet au-dessus de sa tête. « Tu perds ton temps à gribouiller ça au lieu d'aider ta mère ?» Je suis restée figée, incapable de prononcer un mot. Je les regardais arracher les pages une à une et les jeter dans le feu du poêle à charbon. Mes mondes, mes rêves se transformaient en cendres sous mes yeux. Je n'ai pas versé une larme, sachant que mes pleurs ne feraient qu'attiser sa colère. À la maison, les disputes étaient incessantes. Le moindre prétexte suffisait à tout faire exploser. Un repas servi trop tard, une chemise mal repassée, un regard qu'il prenait pour de l'insolence. Les nuits étaient les plus dures. Je restais allongée, à écouter les cris, les bruits d'objets brisés, les sanglots étouffés de ma mère. Je me demandais pourquoi elle ne partait pas. Bien plus tard seulement j'ai compris les chaînes invisibles qui la retenaient. La dépendance financière, la peur, la honte, cette croyance tordue que tout cela était normal ou mérité. Parfois notre voisine, Madame Creuse, passait le lendemain avec un plat chaud ou un remède maison contre les bleus. Elle ne commentait jamais les marques sur le visage de ma mère ni ses yeux gonflés d'avoir pleuré. C'était un pacte silencieux. Elle offrait son aide sans poser de questions et ma mère acceptait sans donner d'explication. Le plus terrible, c'était les jours où mon père affichait sa bonne humeur. Il semblait alors devenir quelqu'un d'autre. Il plaisantait, ramenait de petites attentions, parlait d'avenir. Dans ces moments-là, je voyais ma mère se remplir d'espoir comme si elle croyait qu'il avait enfin changé. Je savais que ce calme n'était que l'annonce d'une nouvelle tempête. Le dimanche, nous allions à l'église. Mon père se métamorphosait complètement. Il mettait ses plus beaux habits, lissait ses cheveux avec soin, souriait aux gens. « Quelle famille bénie !» disaient les dévotes en nous regardant tous les quatre assis sur le banc. Si seulement elle savait ce qui se passait une fois la porte de la maison refermée. Quand mon corps a commencé à changer, ma mère m'a expliqué en vitesse et avec gêne les choses de femme. Elle m'a prévenu qu'il fallait désormais faire encore plus attention, m'habiller correctement, ne pas attirer l'attention. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment d'où venait toute cette peur. Je l'ai apprise de la pire façon possible. Mon enfance a été cette marche permanente dans l'ombre. Essayer de disparaître, éviter de déclencher la fureur de mon père ou de mon frère qui, jour après jour, devenait son miroir. Je vivais avec la peur, la honte et ce nœud permanent dans la gorge. Je rêvais du moment où je serais assez grande pour quitter cette maison, emmener ma mère avec moi et recommencer ailleurs. Mais avant que ce jour n'arrive, quelque chose s'est produit. Un événement si terrible que même 60 ans plus tard il me réveille encore la nuit, tremblante et le cœur battant. C'était un mercredi, le 10 mars. Je me suis levée ce matin-là avec une douleur aiguë dans le ventre. Cette journée qui avait commencé comme tant d'autres allait devenir la ligne qui couperait ma vie en deux, avant et après. Une date gravée dans ma mémoire comme une cicatrice impossible à effacer. « Aujourd'hui je ne vais pas à l'école, maman, j'ai très mal au ventre », fut la première phrase que j'ai prononcée ce mercredi 10 mars quand elle est venue me tirer de mon coin pour me réveiller.
J'avais passé la nuit entière à me retourner sous les couvertures avec des crampes comme des coups de couteau. Le dimanche précédent, j'avais partagé un couscous chez Madame Creuse, et je pense que la pâte était avariée, car mon estomac s'était retourné toute la nuit. Quand ma mère posa sa main sur mon front, inquiète, elle constata que je n'avais pas de fièvre. « Tu ne peux vraiment pas aller à l'école ?» demanda-t-elle. Dans ses yeux, je lus immédiatement la peur. Elle savait ce que signifiait mon absence, surtout un jour où mon père restait à la maison. Cette semaine-là, le chantier où il travaillait avait été interrompu par manque de matériaux. Il errait donc chez nous, plus irritable encore de ne pas gagner sa journée. « Je ne peux pas me lever, maman, le ventre me fait trop mal », insistai-je, recroquevillée, la main serrée contre mon ventre. Je ne mentais pas, la douleur était réelle, si forte qu'elle me donnait la nausée. Ma mère soupira, résignée. « Je vais te laisser une tisane prête avant de partir travailler. Voilà quand elle aura refroidi. » Elle n'avait pas le choix, le linge n'attendait pas et manquer une journée signifiait risquer de perdre ses clientes. Elle quitta la maison à 6 heures comme toujours, avec cette expression d'une combattante plus que d'une ouvrière. Je restai allongée, enroulée dans ma couverture fine, à écouter les bruits de la maison encore sombre. Mon frère Antoine était lui aussi souffrant. Il avait mangé le même couscous que moi et se plaignait du ventre. À 17 ans, il travaillait déjà parfois avec mon père sur les chantiers, mais cette semaine, il n'y avait pas de travail. Vers 8 heures, j'entendis mon père se lever. Ses pas lourds résonnaient dans le couloir et me glacèrent le sang. Je fermai les yeux, feignant de dormir, lorsqu'il s'arrêta devant mon petit coin séparé par un rideau. Il resta immobile quelques secondes, puis grogna et repartit vers la cuisine. L'odeur âcre du café fort me parvint bientôt, mêlée au bruit d'une chaise raclant le sol en ciment. Il devait être assis à la table, feuilletant le vieux journal qu'un voisin lui donnait toujours. Il ne savait pas vraiment lire, mais aimait regarder les photos et faire semblant de comprendre les nouvelles. Puis sa voix résonna, appelant Antoine. « Viens ici. » Le ton était rude comme toujours, mais pas encore colérique. Les pas plus légers de mon frère se rapprochèrent. « Qu'y a-t-il, papa ? Tu ne devais pas travailler avec moi aujourd'hui chez Monsieur Manuel ? » « Si, papa, mais j'ai mal au ventre. J'y crois que c'est le couscous d'hier. » Un silence s'installa, lourd comme une menace. Puis j'entendis mon père reprendre d'une voix dure. « Et ta sœur non plus n'est pas allée à l'école aujourd'hui ? » « Je crois que non, papa. Elle avait la même douleur. » À ce moment, la chaise racla de nouveau, plus fort, et ses pas lourds se dirigèrent vers moi. Mon cœur s'emballa, cognant si fort que je crus qu'il allait éclater. Le rideau à fleurs fut arraché d'un geste sec, laissant entrer une clarté violente qui me brûla les yeux. Sa silhouette emplissait toute l'embrasure, sombre contre la lumière de la fenêtre. « Alors, la petite princesse a aussi mal au ventre, dit-il, avec ce ton calme et dangereux qui précédait toujours l'explosion. Je me redressai dans le lit, tirant la couverture jusqu'au menton comme si ce tissu pouvait me protéger. « Oui, papa, ça fait terriblement mal, murmurai-je. » Il fit un pas dans mon coin, me dévisageant de haut en bas. Il y avait dans son regard ce quelque chose de nouveau et glacé qui me parcourut comme un courant. « Tu manques l'école pour un simple mal de ventre ? Depuis quand ma fille devient-elle si faible ?» dit-il, la voix tranchante. Je me tus, car je sus qu'un seul mot de travers aurait suffi à déclencher sa main. Il s'approcha encore, puis arracha la couverture d'un geste brusque et me tira par le bras avec une violence qui fit rougir ma peau. « Papa, ça fait mal !» sanglotai-je en me débattant, mais une gifle me coupa la parole. Le goût du sang me monta à la bouche et je compris que jamais il ne m'avait frappé aussi fort. « Maintenant tu vas cesser de manquer l'école, » cracha-t-il, sa colère réveillée. Il me traîna hors du lit, le ventre noué par la douleur et la peur. Nous traversâmes le couloir et il me projeta sur le lit où dormait ma mère, sans ménagement. Puis il cria de toute sa force, « Antoine, viens ici tout de suite. » Mon frère apparut, encore en chemise de nuit, le visage livide et trempé de sueur. Il avait lui aussi mal au ventre, mais cela n'éveilla aucune pitié chez mon père. « Montre-toi digne », ordonna mon père en désignant ma silhouette sur le lit. Je sentis le monde se contracter autour de moi quand il expliqua à voix basse et dure ce qu'il attendait d'Antoine. Antoine recula d'un pas, secoua la tête. La voix tremblante, « Je ne peux pas faire ça, papa, c'est ma sœur. » Je lus alors dans ses yeux une peur nouvelle qui n'avait rien de l'arrogance habituelle. Mon père changea d'expression et quelque chose comme une haine sourde déforma ses traits. « Si tu n'obéis pas, fils, tu recevras des coups jusqu'à ce que tu comprennes, » lui lança-t-il d'un ton implacable. Avant que je puisse réagir, il poussa Antoine vers moi et referma la porte sur nous. Je restai paralysé, le corps glacé par l'effroi, incapable de bouger.
Antoine évitait mon regard, le visage vers le sol, comme si la honte le rendait aveugle. « Papa, s'il vous plaît, suppliai-je, des larmes roulant sur mes joues, mais il n'y eut ni pitié ni retour en arrière. Mon père agrippa la chemise d'Antoine et le poussa rudement vers moi. Ils m'ont menacé d'une voix basse et dure, m'ordonnant d'obéir sous peine de violence encore pire. Ce qui s'ensuivit est devenu une plaie que j'essaie d'effacer de ma mémoire depuis presque toutes ces années. Mon propre frère, tremblant et en larmes, a été forcé d'accomplir des actes qui n'auraient jamais dû m'être infligés par un membre de ma famille. Mon père est resté là, immobile, regardant la scène avec un sourire sinistre qui me glace encore le sang quand j'y pense. Je me suis déconnectée de mon corps, comme si je flottais au-dessus de moi-même et que tout se passait pour quelqu'un d'autre. Ce que je subissais ne pouvait pas appartenir à la fille que j'avais été, pensais-je, incapable d'accepter la réalité. Pendant que tout cela avait lieu, mon père donnait des instructions précises, comme s'il enseignait une technique sans aucune compassion. La douleur physique était insoutenable. Mais c'est la trahison mentale qui m'a brisé le plus profondément. C'était mon père qui aurait dû me protéger, et mon frère qui m'avait appris jadis à faire voler un cerf-volant m'avait trahi de la pire manière. Quand ce fut fini, mon frère s'enfuit en courant du lit, vomissant dans le couloir, incapable de supporter ce qu'il avait fait. J'entendis la porte d'entrée claquer derrière lui alors qu'il fuyait dans la rue, portant son propre désarroi. Je restai seule, immobile, envahi par une douleur qui dépassait le corps et pénétrait jusqu'à l'âme. Mon père, indifférent, se rhabilla comme si de rien n'était, puis quitta la chambre après m'avoir lancé une phrase sèche. Je demeurai allongée, couverte de sang et de larmes, le temps ayant perdu tout sens autour de moi. Quand j'eus la force de me relever, chaque mouvement me lançait de souffrance. Je me traînai à la salle de bain et restai sous une douche froide, frottant ma peau jusqu'à la rougeur dans l'espoir vain d'effacer l'horreur. L'eau coulait sur moi sans parvenir à dissoudre cette sensation de souillure que rien ne pourrait totalement laver. Je m'enveloppai ensuite dans une couverture, tremblant non pas de froid mais de choc, incapable de pleurer, mes larmes semblaient s'être taries. Les heures glissèrent et j'entendis mon père sortir en claquant la porte comme s'il partait au café, indifférent à ce qu'il venait de provoquer. Je priai pour qu'il ne revienne pas, pour qu'un miracle m'enlève ce visage et ce souvenir. Quand ma mère rentra le soir, elle trouva mon regard vide et comprit aussitôt que quelque chose de terrible s'était produit. Elle s'approcha, prit mon visage entre ses mains et me demanda doucement ce qui s'était passé, incapable de me forcer de parler à haute voix. Avant que je puisse articuler le moindre mot, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau et la voix de mon père retentit dans le couloir, sévère et menaçante. Il accusa ma sœur d'un caprice pour sécher l'école et donna des instructions humiliantes sans jamais regarder ma mère en face. Ma mère, partagée entre la peur et l'instinct de me protéger, se ravisa et referma le rideau, cédant à la terreur que mon père inspirait. J'entendis leur voix venir de la cuisine, la sienne forte et arrogante, la mienne basse et inexistante. Je ne comprenais pas toujours les mots, mais je n'en avais pas besoin pour sentir le schéma familier d'accusations et d'excuses. Cette nuit-là, mon frère ne revint pas dormir à la maison. Plus tard, j'appris qu'il était allé chez un ami après une dispute violente avec notre père. Je restai seule avec ce traumatisme, incapable de manger, de boire ou de faire quoi que ce soit d'autre que de surnager dans un état de torpeur. Les jours suivants se succédèrent dans un flou épais. Je manquai l'école pendant le reste de la semaine et ma mère prétexta une forte gastro auprès de l'institutrice. Ce n'était pas complètement un mensonge, car mon corps rejetait toute réaction physique au choc subi. Quand mon frère revint 3 jours plus tard, il évitait mon regard comme si j'étais devenue invisible. Il passait devant mon coin sans s'arrêter, la honte et la culpabilité gravées sur son visage. Dans les rares instants où nos regards se croisaient, je lisais en lui de la honte, de la colère et une douleur profonde qui le rongeait. Mon père, lui, poursuivait sa routine comme si rien ne s'était produit, entre travail, café et invectives. Parfois, il lançait à mon frère des regards mêlés de défi et de mépris, lui assénant des paroles qui sonnaient comme des preuves de son cruauté. La semaine suivante, je retournai à l'école, errant comme dans un rêve où rien n'était réel. Madame Carmen, mon institutrice, remarqua le changement et me demanda un jour, inquiète, ce qui m'arrivait. Je ne pus répondre. Comment expliquer l'inexplicable, comment mettre en mots une horreur qui dévore de l'intérieur? Je secouai la tête et sortis en courant, fuyant les questions et le monde. Les nuits étaient pires que le jour, remplies de cauchemars si vifs que je me réveillais en hurlant, en sueur froide. Ma mère accourait, me serrait dans ses bras et murmurait des paroles de réconfort sans jamais interroger le contenu des rêves. Peut-être devinait-elle, peut-être seulement soupçonnait-elle, mais le silence restait la langue de la maison.
Les mois passèrent et j'appris à vivre dans cet engourdissement, accomplissant les gestes du quotidien comme un automate. Je faisais l'école, les tâches ménagères, mais sans présence, comme une coquille vide qui continue de respirer. Quelque chose en moi était brisé ce jour de mars et ne se recolla jamais entièrement. La dynamique familiale changea à jamais après cet acte terrible, laissant une blessure ouverte dont la douleur ne s'effaçait pas. Mon frère s'éloigna de plus en plus et passa la plupart de son temps hors de la maison, trouvant dans l'alcool un refuge amer. Une nuit, environ 6 mois plus tard, j'entendis ma mère pleurer dans sa chambre, un sanglot qui n'était pas celui d'une dispute ordinaire. Rassemblant ce qui me restait de courage, j'entrai dans sa chambre et m'assis à ses côtés. Elle me regarda avec ses yeux fatigués et rougis par les larmes, et prit mes mains dans les siennes. Pendant un long moment, je crus qu'elle me repousserait, qu'elle garderait ce silence protecteur qui avait longtemps gouverné notre foyer. Mais au lieu de me renvoyer, elle me serra la main et prononça des mots qui sonnèrent comme une délivrance. « Ma fille, dit-elle d'une voix qui semblait venir de loin, tu ne peux pas le laisser te détruire. Tu ne peux pas laisser la peur décider de ta vie. » C'était la première fois que ma mère abordait la situation, même si ses mots restaient voilés. Elle ne nomma pas l'abus, mais ses phrases trahissaient qu'elle savait ou qu'elle soupçonnait ce qui s'était produit. « Comment tu fais pour supporter, maman ?» demandai-je en rompant le silence que je gardais depuis des mois. Elle soupira et baissa les yeux vers ses mains abîmées par une vie entière de labeur et de soumission. « Je tiens pour toi, pour te protéger comme je peux. Un jour, nous sortirons d'ici. Je te le promets, dit-elle. » Je n'accordais pas beaucoup de foi à cette promesse. Il me semblait impossible de s'échapper de cette vie. Pourtant, quelque chose dans son regard déterminé me donna un fil d'espoir auquel me raccrocher. Cette nuit-là, je fis un geste que je n'avais plus fait depuis le jour de l'abus. Je pleurai. Ce n'étaient pas les pleurs silencieux qui m'accompagnaient dans mes nuits, mais des sanglots convulsifs qui semblaient jaillir des profondeurs de mon être. Je pleurais pour tout ce que j'avais perdu, pour l'enfance volée et l'innocence détruite. Je pleurais pour la fille que j'avais été et que je ne serais plus jamais. Ma mère me prit dans ses bras et me berça comme elle le faisait quand j'étais petite. Elle ne dit rien car aucun mot ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Mais dans cette étreinte, je sentis pour la première fois que je n'étais pas entièrement seule. Les mois devinrent des années. J'avais 15 ans et je vivais toujours dans cette maison d'horreur, redoutant chaque accès de colère de mon père et évitant d'être seule avec lui. L'école restait mon seul refuge, le seul lieu où je pouvais être simplement Joséphine, pas la fille de Séverin, pas celle qui portait un terrible secret. Mon frère Antoine, à 20 ans, ressemblait de plus en plus à mon père par certains aspects. Sa manière de marcher, de parler, et son addiction à l'alcool le rapprochaient de lui. Mais quelque chose s'était brisé en lui ce jour-là. Il n'avait plus jamais retrouvé la même arrogance ni la même assurance. C'était comme s'il portait un poids invisible sur les épaules, une culpabilité qu'aucune quantité de pastis ne pouvait dissoudre. Avec ma mère, nous avions développé une forme de langage silencieux. Un regard ou un geste suffisait pour comprendre l'humeur de mon père et savoir quand il valait mieux disparaître. Nous survivions un jour après l'autre, accrochés à la promesse qu'un jour nous quitterions cet enfer. Et puis, quand j'eus 16 ans, quelque chose se produisit qui changea tout à nouveau. Je ne sais pas si ce fut une coïncidence ou si le destin décida que nous avions assez souffert. Tout commença un vendredi après-midi quand mon père rentra plus tôt du travail, déjà ivre et d'une humeur terrible. Après ce jour, vivre sous le même toit que mon père et mon frère devint comme respirer avec une pierre sur la poitrine. Chaque recoin de la maison ressemblait à un piège. Chaque ombre semblait cacher un cauchemar. Je n'étais plus une enfant. La Joséphine d'avant avait disparu dans ce lit avec mon innocence. Ce qu'il restait n'était qu'une enveloppe vide, luttant pour tenir debout un jour après l'autre. Pendant les 4 années suivantes, de mes 12 à 16 ans, j'ai appris à devenir invisible. Je me levais avant tout le monde, dès 5 heures du matin, pour éviter de croiser mon père dans la cuisine. Je rentrais de l'école et me glissais aussitôt derrière ce rideau à fleurs, mon unique refuge. Je faisais mes corvées dans un silence complet, comme une ombre qui traverse la maison. Moins il percevait ma présence, mieux je respirais. Je commençais à mettre de côté chaque centime possible. Madame Carmen, l'institutrice, me glissait parfois quelques pièces pour du matériel scolaire. Je gardais tout, pièce par pièce, dans un trou creusé sous le lit et dissimulé par une planche mobile. Je ne savais pas quand viendrait le moment, mais cet argent serait un jour mon passeport pour m'enfuir. Ma mère et moi n'avons jamais parlé directement de ce qui s'était passé. C'était comme un pacte muet pour ne pas nourrir l'horreur, pour qu'elle ne gagne pas plus de terrain. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle savait.
Quand mon père n'était pas là, elle m'entourait d'une douceur discrète, une tendresse silencieuse qui disait « Je sais ce que tu portes ma fille, je suis là ». Une fois par mois, elle réussissait à économiser quelques sous et m'offrait un savon à la glycérine. C'était un luxe immense à cette époque, mais elle tenait à le faire. Elle disait « C'est bon pour la peau ». Moi je comprenais le vrai message. Tu n'es pas sale. Ce qui t'est arrivé ne t'a pas sali pour toujours. Mon frère Antoine, lui, a sombré dans l'alcool après ce jour-là. À 10 ans déjà, il était connu dans les cafés de la ville comme le fils de Séverin, bagarreur et perdu. Il fuyait ma présence à tout prix. Si j'entrais dans le salon, il sortait. À table, il gardait les yeux fixés sur son assiette. Un soir, presque un an après les faits, il est rentré tellement ivre qu'il tenait à peine debout. Mon père n'était pas là. Il était parti voir un compère dans une autre ville et ne revenait que le lendemain. Antoine s'est affaissé sur une chaise de la cuisine pendant que je finissais de laver la vaisselle du dîner. Nous sommes restés un moment dans un silence lourd. C'était la première fois que nous étions seuls depuis ce jour-là. « Pardon » murmura-t-il d'une voix étranglée par l'alcool. « Pardon, Joséphine. » Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire? Ces excuses n'effaçaient rien. Elles ne guérissaient pas les plaies encore ouvertes en moi. J'aurais dû encaisser les coups jusqu'à mourir, mais je n'aurais pas dû faire ça, continua-t-il en pleurant. Je n'arrive plus à me regarder dans un miroir. Je n'arrive plus à dormir sans revoir tout, sans revivre tout. Il s'effondra en sanglots. Des pleurs d'homme adulte qui sonnaient comme ceux d'un enfant perdu. Un instant, j'ai ressenti de la pitié pour lui. Il avait été victime de mon père lui aussi, d'une certaine manière. Mais la pitié s'est vite transformée en colère. La pitié n'efface pas ce qu'il m'a fait. Antoine, va dormir, fut tout ce que je parvins à dire avant de me retirer dans mon coin, le laissant seul avec sa culpabilité et son verre de pastis. Le lendemain matin, il n'était plus là. Nous apprîmes plus tard qu'il s'était engagé dans l'armée et qu'il avait été envoyé dans un régiment à Metz. Une part de moi ressentit un soulagement de ne plus croiser son regard chaque jour et de ne plus raviver ce souvenir à chaque rencontre. Mais une autre part fut amère de le voir fuir pendant que je restais prisonnière de cette maison et de mon père. Mon père feignit la tristesse en apprenant le départ d'Antoine. Mais dans ses yeux, je vis passer une lueur de satisfaction. Il n'y avait plus que lui maintenant, l'homme de la maison avec 2 femmes sous son contrôle. Sans Antoine à impressionner, sans personne à former, il devint encore plus violent et imprévisible. Les années 1966 et 1967 furent les plus dures. Mon père perdit son emploi dans l'entreprise de construction où il travaillait depuis des années. Il but de plus en plus jusqu'à manquer le travail, et le chef de chantier finit par le licencier. Après cela, il n'obtint plus que des petits boulots occasionnels, ce qui signifiait plus de temps à la maison. Trop de temps. L'argent, déjà rare, devint encore plus insuffisant. Ma mère dut travailler davantage, laver plus de linge pour compenser ce que mon père ne rapportait plus. Moi aussi, je commençais à aider, faisant le ménage chez des familles bourgeoises le samedi. Tout ce que je gagnais, je le donnais à ma mère pour acheter de la nourriture. Mais elle gardait toujours un petit quelque chose qu'elle me rendait en cachette. Garde-le ma fille, un jour tu en auras besoin. À l'école, je continuais malgré tout à me distinguer. Étudier était mon seul refuge, ma seule façon de m'évader de cette réalité étouffante. Je m'accrochais au livre comme un naufragé à une planche de bois. L'institutrice, Madame Carmen, ne cessait de m'encourager. Tu as un don, Joséphine. Ne laisse personne te l'enlever. En 1967, elle me fit venir après la classe. J'ai une proposition à te faire, dit-elle d'une voix directe comme toujours. Elle donnait des cours particuliers aux enfants du docteur Anténor, le médecin de la ville, un homme respecté propriétaire d'une des plus belles maisons d'Amiens. C'est trop pour moi seul. Tu pourrais m'aider et gagner un peu d'argent. Ces enfants étudiaient au collège privé de Beauve mais revenaient à la maison le week-end. Ils avaient besoin d'aide en français et en mathématiques, justement mes points forts. Mais madame, je ne sais pas si j'en suis capable. Je n'ai jamais donné de cours à personne, répondis-je, incertaine. Elle sourit. Tu en sais plus que tu ne l'imagines, Joséphine. Et tu apprendras. En plus, tu seras payé. 5 francs par cours. Qu'en dis-tu? 5 francs par cours, c'était plus que ce que je gagnais en une semaine entière de ménage. Pour moi, c'était une fortune. J'acceptai aussitôt, sans même réfléchir à la façon dont je l'expliquerais à mon père. Quand j'en parlais à ma mère, je vis aussitôt son inquiétude. Elle tordait son tablier entre ses doigts comme elle le faisait chaque fois que l'angoisse la gagnait. Ton père ne supportera pas que tu passes autant de temps chez des gens fortunés, dit-elle. On n'est pas obligé de lui dire ce que je fais là-bas, répondis-je calmement.
Tu pourras toujours prétendre que j'aide l'institutrice à porter ses cahiers ou à ranger la classe. N'importe quelle excuse suffira. Mentir déplaisait profondément à ma mère. Mais dans cette maison, c'était devenu une arme de survie. Alors elle finit par céder, la mort dans l'âme. À ma grande surprise, mon père ne s'opposa pas. À ce moment-là, l'alcool l'avait déjà englouti au point qu'il ne prêtait plus vraiment attention à rien. Tant que ses ordres immédiats étaient exécutés et qu'un repas l'attendait sur la table, il ne posait pas de questions. Fait en sorte que ça n'interfère pas avec le travail de la maison, se contenta-t-il de lâcher. Les cours particuliers ouvrirent devant moi un univers insoupçonné. La demeure du docteur Anténor me paraissait presque un château. Le parquet brillait sous la cire, les meubles étaient solides et élégants, rien à voir avec nos bricoles de fortune. Une bibliothèque couvrait les murs du sol au plafond. Et surtout, une salle de bain intérieure avec l'eau courante, chose dont je n'avais jamais osé rêver. Je commençais à donner des leçons aux 2 plus jeunes garçons, Édouard qui avait 9 ans et Richard 11. Ils étaient polis mais un peu capricieux, comme on pouvait s'y attendre d'enfants de médecins. Au début, leur regard se faisait méfiant. Après tout, je n'étais qu'une gamine pauvre des faubourgs. Que aurais-je pu leur apprendre ? Pourtant, grâce à ma patience et à mes connaissances, je gagnai vite leur confiance. L'épouse du docteur, Madame Cécile, me traita toujours avec une considération inattendue. Elle me servait du café accompagné de petits gâteaux dès mon arrivée. Elle me demandait des nouvelles de mes études et m'autorisait à emprunter des ouvrages de leur vaste bibliothèque. Jamais un adulte, en dehors de mon institutrice, ne m'avait accordé tant d'égards. Un après-midi, environ 3 mois après mes débuts, Madame Cécile me prit à part. « Joséphine, me dit-elle avec sérieux, j'ai remarqué ton intelligence et ton application. Mon mari et moi en avons discuté et nous aimerions te donner une chance. Nous connaissons la directrice du collège Sainte-Marie à Beauvais, celui où nos enfants sont inscrits. Ils ont un programme de bourse pour les élèves méritants issus de familles modestes. Nous souhaiterions te recommander. » Je restais figée, incapable de répondre. Le collège Sainte-Marie était considéré comme l'un des établissements les plus prestigieux de toute la région. Il n'ouvrait ses portes qu'aux enfants des familles les plus aisées. Jamais je n'avais imaginé pouvoir fréquenter un établissement pareil. Mais comment ferais-je pour aller à Beauvais chaque jour, demandai-je, songeant aux près de 80 km qui nous séparaient. Un bus scolaire passe par Amiens pour prendre les élèves, m'expliqua-t-elle. C'est inclus dans la bourse. Bien sûr, il faudrait en discuter avec tes parents, c'est une décision qui compte. Parler à mes parents, voilà ce qui me paraissait insurmontable. Je connaissais déjà la réponse de mon père. Il dirait que c'était une perte de temps, qu'une fille n'avait rien à faire dans un collège de privilégiés. Il exigerait que je reste à la maison pour aider ma mère. Mais une chance pareille ne se représenterait sans doute jamais. J'en parlais d'abord à ma mère. Je vis dans ses yeux un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté de m'imaginer obtenir ce qu'elle-même n'avait jamais eu. Inquiétude devant la colère prévisible de mon père. « C'est une bénédiction, ma fille, dit-elle la voix tremblante, les yeux humides. Mais ton père… » Je sais maman, répondis-je, mais il faut que j'essaie. C'est ma seule chance de m'en sortir un jour, de mener une autre vie. Nous décidâmes d'attendre un moment où il serait de bonne humeur, ce qui arrivait de moins en moins. Nous patientâmes jusqu'à un samedi, après qu'il eût été payé pour un chantier et qu'il avait pu s'offrir son pastis. À notre grande surprise, il ne s'emporta pas. Au contraire, il resta muet un long moment, ce qui m'intimida encore davantage. « Un collège de riches » murmura-t-il enfin en me fixant de ses yeux étroits. « Et qui va payer pour ça ?» Je lui expliquai la bourse, le bus, tout ce qui prouvait que cela ne lui coûterait rien. J'assurai que je continuerais à remplir mes tâches à la maison, avant de partir et dès mon retour. « Et avec toutes ces études, qu'est-ce que tu comptes devenir » ajouta-t-il d'un ton amer. Une femme trop instruite finit par donner des ordres et se croire supérieure. Aucun homme ne voudra de toi. Je mordis ma langue pour ne pas répliquer. Le mariage était la dernière chose que je désirais après avoir vu celui de mes parents. Mais dire cela aurait été me condamner. C'est une opportunité, papa, dis-je simplement, les yeux baissés dans l'attitude soumise que j'avais apprise à adopter. Il grommela quelques mots indistincts. Puis il avala une gorgée de pastis et lâcha la phrase qui bouleversa mon destin. Fais comme tu veux, mais ne viens pas te plaindre chez moi quand ça tournera mal. Ce n'était pas une autorisation donnée avec enthousiasme, mais c'était suffisant pour moi. Dès le lendemain, je courus chez le docteur Anténor pour lui annoncer que j'acceptais la proposition. En mars 1968, à 15 ans, je fis mon entrée au collège Sainte-Marie.
Je me levais à 5 heures chaque matin, accomplissais mes corvées, puis montais dans le bus scolaire à 6 heures. Je rentrais à 16 heures, encore disponible pour aider ma mère à préparer le repas et à ranger la maison. Le collège dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Des salles spacieuses et lumineuses, des bibliothèques regorgeant de milliers d'ouvrages, des laboratoires parfaitement équipés, et même un terrain de sport. Au début, je me sentis complètement à part. Mon uniforme provenait d'une ancienne élève, un peu trop serré, et mes chaussures, usées et rafistolées, étaient celles de mon école communale. Les autres filles, issues de familles d'agriculteurs, de commerçants ou de professions respectées, me regardaient avec curiosité, parfois même avec dédain. Mais peu à peu, mes résultats en classe commencèrent à attirer l'attention. Les professeurs remarquèrent ma soif de savoir, ma participation constante, la qualité de mes devoirs et de mes analyses. Je gagnais progressivement le respect de mes camarades, sinon leur amitié. Étudier à Sainte-Marie m'ouvrit des horizons insoupçonnés. J'y découvris l'art, la littérature, les sciences, l'histoire du monde, des matières que je n'aurais jamais approchées à l'école d'Amiens. Pour la première fois, je commençais à entrevoir un avenir au-delà de nos collines du Nord, au-delà de la vie de privation et de peur qui m'avait façonné. Mais concilier ces deux mondes relevait du tour de force. Le jour, j'étais l'élève brillante de Sainte-Marie, discutant de Balzac ou résolvant des équations. Le soir, je redevenais la fille de Séverin, contrainte de baisser les yeux et de disparaître pour ne pas attiser la colère paternelle. À la maison, rien ne s'améliorait. Mon père buvait toujours, continuait à frapper ma mère. La seule différence, c'est qu'il passait davantage de temps au café, ce qui nous offrait à toutes deux un répit précieux. En rentrant de l'école, je serrais ma mère dans mes bras et nous goûtions quelques heures de calme avant son retour. Au collège, une professeure marqua particulièrement ma vie. Madame Marguerite, qui enseignait la littérature, avait une façon de raconter les livres qui les rendaient vivants. C'est elle qui évoqua pour la première fois la possibilité de l'université. « Tu pourrais aller très loin, Joséphine », me dit-elle un jour après avoir lu mon analyse des Misérables. « As-tu déjà songé à préparer le baccalauréat ?» L'université me paraissait un rêve aussi inaccessible qu'un voyage sur la Lune. Dans ma famille, personne n'avait jamais terminé l'école primaire, et encore moins franchi les portes d'une faculté. « Je ne sais pas si j'en suis capable, madame, répondis-je, incertaine. Et même si je réussissais, comment pourrais-je payer ? Elle me rassura avec douceur. Il existe des universités publiques gratuites, la Sorbonne à Paris, par exemple. Avec ton niveau, tu aurais toutes tes chances d'être admise. Il y a des aides pour les étudiants modestes. L'idée d'aller à Paris me parut insensée. C'était à plus de 100 km d'Amiens. Comment vivrais-je là-bas, où dormirais-je, de quoi vivrais-je ? Mais la graine était semée, et elle commença à pousser en silence dans mon esprit. À la fin de 1969, alors que j'achevais ma première année de lycée, une nouvelle me frappa de plein fouet. Antoine, mon frère, était mort. Le télégramme de l'armée expliquait qu'il avait été envoyé en Guyane française pour travailler sur une base militaire. Il y avait contracté la malaria et n'avait pas survécu aux traitements rudimentaires disponibles dans cette région reculée. Je restais pétrifiée. Une part de moi le détestait encore pour ce qu'il m'avait fait. Une autre se souvenait du grand frère qui m'avait appris à faire voler un cerf-volant, qui me défendait autrefois dans la cour de l'école. Et une dernière part voyait en lui une victime de plus de mon père, poussé par la peur et la violence à commettre l'irréparable. Ma mère pleura pendant des jours. C'était son fils, son premier-né. Mon père, lui, réagit d'une façon glaçante. Aucune tristesse, seulement une irritation sèche, comme si la mort d'Antoine représentait un échec personnel. Il a toujours été faible, lâcha-t-il. Un vrai homme ne meurt pas d'une fièvre. C'est ce jour-là que je compris l'étendue du vide en lui. Il n'avait plus rien d'humain, pas même pour son propre fils. Rien d'autre qu'une obsession maladive pour la force et la domination, une idée déformée de ce que devait être un homme. La mort d'Antoine, malgré mes sentiments ambigus, cimenta ma décision. Je ne finirai pas prisonnière de cette maison, brisée comme lui, enterrant mes traumas avec moi. Je redoublai d'efforts. Je restais tard au collège pour étudier, prétextant la bibliothèque afin d'éviter la maison. Chaque franc gagné avec mes cours particuliers rejoignait ma cachette sous le lit, qui grossissait peu à peu. Ma mère comprenait, même si nous n'en parlions pas. Elle m'aidait en silence, détournait l'attention de mon père, inventait des excuses pour mes absences. « Laisse-la, Séverin », osait-elle parfois, d'une voix ferme. Elle travaille pour l'école. Puis, en classe de seconde, survint l'événement qui fit basculer mes plans. Un soir, mon père, ivre comme toujours, posa sur moi ce regard.
Le même que celui qu'il avait eu en mars 1965. Son regard mêlait mépris et désir, une expression qui me glaçait jusqu'aux os. « Tu deviens vraiment une femme, hein ?» lança-t-il un jour en me coinçant dans la cuisine alors que je lavais la vaisselle. Il ajouta, d'un ton moqueur. « Toutes ces études, tout ce dédain de celle qui croit tout savoir. » Mon estomac se retourna. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait des allusions depuis ce jour maudit, mais jamais il n'avait été aussi direct, aussi menaçant. « Papa, je dois finir ici et aller étudier, répondis-je, la voix tremblante malgré mes efforts pour rester ferme. Il s'avança encore, son haleine de pastis me recouvrant comme un nuage toxique. « Étudier, hein, et qu'est-ce qu'on t'apprend dans cette école de riches, à te donner au docteur ?» Ses mains rugueuses se refermèrent sur mes bras, serrant si fort que je sentis la marque de ses doigts. Je fermai les yeux, prête au pire, quand la voix de ma mère retentit. « Séverin, Jean de l'épicerie t'appelle dehors, c'est urgent. » Il hésita, me tenant encore, puis grogna et me lâcha brusquement. « Ce n'est pas fini, murmura-t-il avant de sortir. » Dehors, il n'y avait personne. C'était une autre ruse de survie de ma mère. Lorsqu'il revint, furieux d'avoir été trompé, elle m'avait déjà caché chez Madame Creuse. Cette voisine, qui jusque-là n'avait pas tout compris, venait de saisir la gravité de notre situation et avait proposé son aide. Je restai là jusqu'au matin, blotti dans son petit salon, écoutant les cris de mon père et les bruits de choses qui se brisaient dans la maison. Madame Creuse, veuve d'une 60aine d'années, tenait ma main et répétait doucement « Ça va passer, ma fille, ça va passer. » Mais je savais que non. Rien ne passerait tant que je vivrais sous ce toit, tant qu'il serait là. Cette nuit-là fut la goutte qui fit déborder le vase. Je compris que je ne pouvais plus attendre 2 ans pour finir mes études et tenter l'université. Je devais partir au plus vite, ou finir comme ma mère, ou pire. Le lendemain, en rentrant, je trouvai ma mère avec un œil au beurre noir et la lèvre fendue, mais dans son regard brillait une détermination que je ne lui avais jamais vue. « Tu dois partir, ma fille, dit-elle d'une voix sans appel. Tu ne peux pas rester ici, pas un jour de plus. »« Et vous, maman ?» demandai-je, la gorge serrée. « Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai un plan, répondit-elle. Elle m'avoua alors un secret gardé pendant des années. Son frère, mon oncle Joseph, militaire, était revenu en France et vivait à Reims, à seulement 2 heures d'ici. Elle avait maintenu le contact en secret, envoyant des lettres par l'intermédiaire de la voisine pour que mon père ne découvre rien. « Il peut accueillir ma fille, dit-elle. Et après, qui sait, peut-être moi aussi. » Ce jour-là, un vendredi, je commençai à planifier ma fuite. Je ne pouvais emporter que l'essentiel, quelques vêtements, mes papiers, l'argent économisé pendant des années. Tout serait rangé dans un sac discret pour ne pas attirer l'attention. Le plan était simple. Le dimanche, pendant que mon père serait au café pour regarder le match de football, je prendrais le train pour Reims. Madame Creuse s'était proposée pour m'accompagner à la gare, afin de ne pas éveiller les soupçons. Ma mère resterait derrière et affronterait la colère de mon père quand il découvrirait mon départ. Le samedi passa dans un flou d'anxiété et de préparatifs silencieux. Chaque bruit de pas de mon père faisait bondir mon cœur. Mais il était trop occupé par sa propre misère, buvant depuis tôt le matin, grognant contre le travail, le gouvernement, contre tout et tout le monde. Puis, juste quand tout semblait se dérouler selon le plan, quelque chose d'imprévu survint. Quelque chose qui allait changer le cours des événements, transformer ma vie et celle de toute notre famille. C'était samedi après-midi. Je pliais les quelques vêtements que j'emporterais cachés derrière le rideau à fleurs. Le plan était clair, le lendemain. Pendant que mon père serait au café à regarder le match de l'EM, je prendrais le train pour Reims, chez mon oncle Joseph. Et ma mère viendrait après, une fois la tempête passée. Soudain, le bruit sec de la porte d'entrée qui claqua me figea. Mon père était sorti plus tôt que prévu, et déjà, ses pas lourds dans le couloir résonnaient. Sa voix tonna. « Joséphine, où es-tu, femme ?» Ma mère, dans la cour en train d'étendre le linge, se précipita pour désamorcer la situation. « Je suis là, Séverin, je vais réchauffer ton déjeuner, dit-elle d'une voix calme, mais toute tremblante. « Quel déjeuner ? Tu crois que je suis idiot ?» Le claquement sec de sa main frappant le visage de ma mère résonna dans toute la maison. Je me recroquevillai derrière le rideau, le souffle coupé, mon cœur battant à se rompre. Tant d'années à entendre ce son, et pourtant je ne m'y ferais jamais. Ma mère répondit avec une fermeté rare, mais sa voix trahissait la peur. « De quoi tu parles, Séverin ?» Le silence qui suivit était lourd. J'y su immédiatement que c'était grave. Puis le froissement d'un papier attira toute mon attention. Mon sang se glaça. Avait-il trouvé l'une des lettres que ma mère envoyait à mon oncle ? «
Tu corresponds avec ton frère dans mon dos. Tu planifies de t'enfuir avec la petite? Ma mère tenta de répondre, mais sa voix tremblante confirmait la vérité. Ce n'est pas ce que tu penses, Séverin. Ne me mens pas, femme, rugit-il. Zéphyr du café m'a tout raconté. Et elle t'a vu parler avec le chauffeur de bus, demander les horaires pour Reims. Tu crois que tu peux me prendre pour un idiot? Zéphyr, toujours à épier la vie des autres, avait vendu notre secret en échange d'un verre de pastis. Séverin, s'il te plaît, parlons. Le bruit du coup suivant résonna dans la maison, suivi du fracas de quelque chose qui tombait lourdement au sol. Il cracha ces mots avec haine. Parler maintenant? Tu veux parler après être resté à comploter dans mon dos avec ce frère qui se prend pour un militaire? Je sortis de ma cachette, incapable de rester immobile alors que ma mère était frappée. Mon père se tenait au milieu du salon, la lettre froissée dans une main, l'autre levée, prêt à recommencer. Ma mère était par terre, le visage marqué, un filet de sang au coin de la bouche. « Arrête, papa !» criai-je en avançant dans la pièce. Il se tourna vers moi, les yeux injectés d'une rage qui dépassait l'alcool. « Et toi, ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi, tes études, ton école de riche, voilà comment tu me remercies, en préparant ta fuite ?» Il fit un pas dans ma direction, mais ma mère se releva d'un geste brusque et se plaça entre nous. « Ne la touche pas, Séverin. Ça suffit maintenant. » C'était la première fois que je voyais ma mère affronter mon père sans excuse ni supplication, avec un ordre clair. Cela le surprit, le fit reculer d'un pas. « Qu'est-ce que tu as dit ?» gronda-t-il. « J'ai dit que tu ne la toucherais plus jamais. » Sa voix avait changé. Il y avait là un courage qu'on devinait enfoui depuis des années, écrasé sous l'abus et la peur. « Je n'en peux plus de toi, ordure, lança-t-elle. Chaque mot vibrait d'une colère contenue depuis des décennies. Tu insultes, tu cries, tu frappes, je n'en peux plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jamais ma mère ne s'était dressée ainsi face à lui. Répète encore une fois, je n'en peux plus, grogna-t-il. Ma mère tourna simplement le dos et alla vers la chambre. Je la suivis, le cœur battant, craignant la suite. Elle commença à jeter des vêtements dans un sac. Qu'est-ce que vous faites? Demandai-je, confuse. Nous partons maintenant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Partir tout de suite, sans attendre dimanche, sans la sécurité d'un moment où il serait absent. Mais maman, le plan, c'était demain. Les plans ont changé, ma fille. Et elle sait déjà tout. Et la prochaine fois, ce sera pire. Elle avait raison. Désormais, il n'y avait plus de sécurité possible. Je pris mes affaires à mon tour, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. Dans le salon, mon père marchait de long en large, grognant, sans doute en train de décider de notre sort. Nous étions presque prêtes quand un coup sec frappa la porte d'entrée. Fort décidé, rien à voir avec celui d'un voisin. « Qui diable est-ce » cria mon père en allant ouvrir. Une voix grave, autoritaire, résonna aussitôt, avec cet accent du nord de la France. « Où est ma sœur ?» Ma mère se figea, les yeux écarquillés. « Joseph » murmura-t-elle. Pour la première fois depuis des années, je vis un espoir réel dans ses yeux fatigués. Je courus dans le salon juste à temps pour voir mon oncle Joseph entrer. Grand, une tête de plus que mon père, des épaules larges d'homme habitué au poids et à l'effort. Son uniforme militaire impeccable, ses bottes brillantes, sa posture droite. Mais c'était surtout ses yeux, sombres et durs comme des pierres, fixés sur mon père avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. « Qui tu crois être pour entrer chez moi comme ça ?» lança mon père, tentant de garder son autorité. Sa voix trahissait pourtant sa peur. « Je suis le frère de Joséphine et je viens chercher ma sœur et ma nièce. » Mon père eut un rire nerveux, celui de quelqu'un qui tente de masquer la panique. « Elles ne vont nulle part. C'est ma famille, ma responsabilité. » Responsabilité. La voix de mon oncle était contrôlée, mais débordait d'une colère contenue. « C'est comme ça que tu appelles ce que tu fais, battre ma sœur, c'est de la responsabilité, ce que tu as fait à ta propre fille, c'est de la responsabilité ?» Mon cœur s'arrêta. Comment savait-il? Ma mère avait-elle tout raconté dans ses lettres ou se basait-il sur ce qu'il connaissait déjà? « Je ne sais pas de quoi tu parles » tenta mon père, mais la sueur perlait sur son front, malgré la fraîcheur relative de la journée. « Je sais tout, absolument tout. » Mon oncle fit un pas en avant. Mon père recula, instinctivement. C'était comme regarder un lion acculer sa proie. « Joséphine, prends tes affaires et celles de la petite. Vous venez avec moi, maintenant. » Ma mère apparut à la porte de la chambre, portant nos sacs. Son visage portait encore les marques des coups récents, ce qui rendit la colère de mon oncle encore plus palpable. « Elles ne vont nulle part » cria mon père, avançant vers ma mère.
Ce fut sa plus grande erreur. Avant qu'il ne fasse 2 pas, mon oncle l'attrapa par le col d'une main et lui décocha un coup de poing sec de l'autre. Le bruit résonna dans le salon. Mon père tomba en arrière, heurtant le mur. « Ça, c'est pour chaque marque que tu as laissée sur ma sœur, » dit mon oncle, froid comme la glace. Mon père tenta de se relever, le nez en sang, mais mon oncle n'avait pas fini. Il l'attrapa par les quelques cheveux qui lui restaient et le traîna au centre du salon. « Et ça ?» ajouta-t-il en assénant un autre coup qui fit chanceler mon père, « c'est pour ce que tu as fait à ma nièce. » Je n'avais jamais vu mon père si petit, si pathétique. L'homme qui avait hanté mes cauchemars pendant tant d'années était maintenant réduit à un ivrogne saignant sur le sol de notre salon. « Allons-y » ordonna mon oncle en se tournant vers nous. « La voiture est dehors. » Ma mère hésita, regardant mon père étalé par terre. Pendant un moment terrible, je crus qu'elle allait céder, que ces années de conditionnement seraient plus fortes que son désir de liberté. « Et Antoine » demanda-t-elle, la voix presque inaudible. Mon oncle fronça les sourcils, confus. « Antoine, ton fils ? » « Il ne sait pas, maman, murmurai-je. Antoine est mort il y a presque 1 an. » La nouvelle frappa mon oncle de plein fouet et elle ferma les yeux un instant, comme pour absorber le choc. « Je suis désolée, Joséphine, je ne savais pas. » Ma mère hocha simplement la tête, les yeux pleins de larmes non versées. Puis, avec une détermination que je n'avais jamais vue chez elle, elle marcha jusqu'à la table, prit un crayon et un papier, et écrivit quelque chose rapidement. « C'est pour lui, » dit-elle en pliant le papier et en le laissant sur la table. Si jamais Antoine devait un jour savoir où nous étions. Elle parlait de lui comme s'il pouvait revenir, comme une façon silencieuse de dire adieu. Nous sortîmes de la maison sans regarder en arrière. Mon oncle portait nos sacs, une main fermement posée dans le dos de ma mère pour la guider. Le soleil de l'après-midi nous frappa en franchissant le seuil. Est si brillant que je dus cligner plusieurs fois des yeux pour m'y habituer. Dans la rue, une Jeep militaire verte était garée, moteur encore allumé. Au volant, un jeune soldat nous observait avec curiosité, mais il sut se taire lorsque mon oncle nous aida à monter dans le véhicule. « Vers Rennes, Silva » ordonna mon oncle, et le jeune soldat hocha la tête en engageant la Jeep. Pendant que nous nous éloignions, je regardais par la fenêtre arrière vers la maison qui avait été ma prison pendant 16 ans. Petite, décrépite, avec des taches d'humidité sur les murs et des tuiles cassées sur le toit. Comment un endroit aussi insignifiant pouvait-il contenir tant de terreur et de souffrance ? La dernière image que j'en conservais fut celle de mon père à la porte, ensanglanté, chancelant, criant des mots que le bruit du moteur engloutissait. Puis nous tournâmes au coin de la rue et il disparut de ma vue. Pour toujours, je l'espérais. Le voyage vers Reims dura environ 2 heures, mais sembla beaucoup plus long. Et la Jeep militaire n'était pas exactement confortable, et les secousses sur les routes de campagne du nord de la France rendaient chaque minute interminable. Ma mère restait silencieuse, fixant le paysage à travers la vitre, une expression indéchiffrable sur le visage. Ce n'était ni bonheur, ni peur, ni tristesse. C'était du soulagement. Un soulagement profond, mêlé à l'incertitude de ce qui nous attendait. Mon oncle parlait peu lui aussi. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, s'assurant que nous étions bien là, que nous avions vraiment échappé. Lors d'un de ces moments, nos regards se croisèrent et il esquissa un petit sourire, le premier que je vis sur son visage habituellement sévère. « Tout va bien aller maintenant, Joséphine, » dit-il, comme s'il lisait mes pensées. « Vous êtes en sécurité. » Je voulais le croire, mais après tant d'années à vivre dans la peur, la sécurité semblait un concept abstrait, presque impossible. Comment vivre sans calculer chaque mot, chaque geste, comment s'endormir sans redouter la nuit ? Nous arrivâmes à Reims alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose au-dessus des collines. Et la ville était différente d'Amiens, plus grande, plus animée, avec ses monuments historiques et ses jardins soignés. Et la ville du Champagne, disait-on, à cause de ses célèbres caves. La maison de mon oncle se trouvait dans un quartier tranquille, sur l'une des pentes d'une colline. Simple, mais bien plus grande et confortable que la nôtre à Amiens. Un petit jardin à l'avant, un rosier parfumant l'air du soir, et un potager derrière où il cultivait quelques légumes. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez nous, » dit-il en ouvrant la porte. « Vous pouvez rester le temps qu'il faudra. » La maison avait 2 chambres. Une serait pour ma mère, l'autre pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'aurais une chambre rien que pour moi, avec une vraie porte, et pas seulement un rideau pour séparer mon espace de celui des autres. « Mon oncle vit seul ?» demandai-je à ma mère en défaisant nos sacs dans ma chambre. « Oui » répondit-elle en pliant soigneusement nos quelques vêtements. « Sa femme est morte il y a quelques années, cancer. Ils n'ont pas eu d'enfant. » Une pointe de tristesse me traversa. Cet homme, que je connaissais à peine, avait risqué tout pour nous sauver. Perdre sa femme,
puis ouvrir sa maison pour nous, sans hésitation. Les premiers jours dans la maison de mon oncle furent étranges, comme apprendre à respirer après avoir failli se noyer. Je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, croyant être encore dans cette chambre sombre à Amiens, attendant les pas lourds de mon père dans le couloir. Et il me fallait quelques secondes pour me situer, pour me rappeler que j'étais en sécurité, que ce cauchemar était terminé. Ma mère changeait elle aussi peu à peu. Les ombres quittèrent ses yeux. Les rides de préoccupation constante sur son front s'adoucirent. Elle souriait davantage, parlait plus fort, sans cette peur permanente de déranger ou d'attirer l'attention. Une semaine après notre arrivée, mon oncle nous convoqua dans le salon pour une conversation sérieuse. Et elle s'assit dans son fauteuil de cuir usé, tandis que nous nous installions sur le canapé en face. « Il faut qu'on parle de votre avenir », commença-t-il, direct comme toujours. « Joséphine, tu sais ce que tu veux faire maintenant ?» Ma mère sembla surprise. Sa vie avait été une succession de jours à survivre, et penser à l'avenir semblait un luxe impossible. « Je ne sais pas, Joseph, » admit-elle en tortillant son tablier entre ses doigts, une habitude nerveuse. « Peut-être chercher du travail comme blanchisseuse ici, c'est ce que je sais faire. » Mon oncle secoua la tête. « Pas besoin de t'inquiéter pour l'argent pour l'instant. J'ai assez pour nous trois. Et tais-toi, ma sœur, tu as déjà assez travaillé dur dans ta vie. » Puis il se tourna vers moi. « Et toi, Joséphine, tu veux continuer tes études ?»« Plus que tout au monde, » répondis-je sans hésiter. Il sourit, satisfait. « Il y a une bonne école près d'ici, le lycée Clémenceau. Pas aussi renommé que Sainte-Marie, mais respectable. On peut voir s'ils acceptent ton transfert pour terminer le lycée. » L'idée de continuer mes études, de ne pas abandonner mon rêve d'université, me remplit d'une joie oubliée depuis longtemps. « Merci, mon oncle, » murmurai-je. « Pas besoin de remercier, » répondit-il, le visage adouci. « Vous êtes ma famille. J'aurais dû venir vous chercher il y a longtemps. » Je vis la culpabilité dans ses yeux et compris qu'il se reprochait de ne pas avoir agi plus tôt. « L'important, c'est que tu sois venu quand nous en avions le plus besoin, » dit ma mère en posant sa main sur son bras. « Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Dans les jours qui suivirent, nous établîmes une nouvelle routine. Le lycée Clémenceau accepta mon transfert sans problème. Surtout après avoir vu mes notes exceptionnelles de Sainte-Marie. Reprendre les cours me permit de concentrer mon esprit sur autre chose que le traumatisme vécu. Les études, mon refuge depuis toujours, reprenaient leur rôle protecteur. Ma mère, libérée du joug de mon père, s'épanouit. Elle révéla des talents qu'elle avait cachés des années durant, notamment en cuisine. Pas seulement la cuisine quotidienne, mais des plats élaborés, des desserts délicats, des pains au levain parfait. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça, maman ?» demandai-je après avoir goûté un gâteau roulé fondant dans la bouche. « Avec ma grand-mère, quand j'étais petite, » répondit-elle, les yeux brillants de souvenirs d'avant mon père. D'avant la douleur. Elle avait été cuisinière dans une grande maison à Paris et maîtrisait tout, des plats simples aux desserts de fête dignes des ambassades. Mon oncle, voyant le talent de ma mère, lui suggéra de vendre ses gâteaux. Elle commença petit, quelques gâteaux roulés, des macarons, quelques petits fours pour les anniversaires du quartier. Rapidement, le nom de Joséphine se répandit et elle eut des commandes presque tous les jours. Pour la première fois de sa vie, ma mère gagnait son propre argent en faisant quelque chose qu'elle aimait. Quelque chose qui la faisait sourire. C'était comme si une fleur qui avait été maintenue dans l'obscurité trouvait enfin le soleil. Quant à moi, je me plongeais dans les études avec une détermination renouvelée. Le traumatisme était toujours là. Certaines nuits, je me réveillais en sursaut, criant, ou un homme croisé dans la rue me rappelait vaguement mon père et me faisait trembler de manière incontrôlable. Mais chaque jour était un peu plus facile que le précédent. Au lycée Clémenceau, je rencontrais des professeurs compréhensifs et quelques camarades devinrent amis. Une en particulier, Marianne, la fille du pharmacien de la ville, s'approcha de moi malgré ma réserve. Elle était intelligente, drôle et ne semblait pas se soucier de mon passé sombre ni de ma réticence à parler de ma famille. « Tout le monde a des fantômes, Joséphine, » me dit-elle un jour à la bibliothèque. « Certains sont juste plus bruyants que d'autres. » Avec Marianne, j'appris à rire à nouveau, à faire des projets, à rêver d'un avenir qui me semblait autrefois impossible. C'est elle qui me parla pour la première fois de l'école d'architecture de Paris, renommée dans le monde entier. « Tu dessines si bien et tu es excellente en mathématiques, » m'expliqua-t-elle. « Ce serait parfait pour toi. » L'architecture me fascinait. Créer des espaces, transformer des environnements, construire quelque chose de beau et fonctionnel à la fois. Peut-être était-ce une façon de redessiner ma vie, de bâtir quelque chose de solide et beau à partir des ruines de mon passé. Les mois se transformèrent en années. Je terminai le lycée Clémenceau avec les meilleures notes de ma promotion.
Ma mère avait maintenant une petite entreprise de pâtisserie avec une clientèle fidèle et grandissante. Mon oncle, approchant de la retraite militaire, parlait d'acheter une ferme dans les environs de Reims, où il pourrait élever des poules et cultiver un plus grand potager. Nous n'eûmes plus jamais de nouvelles de mon père. Parfois, je me demandais s'il était encore vivant, s'il habitait toujours cette maison décrépite à Amiens, s'il continuait à boire chaque nuit jusqu'à tomber. Mais ces questions devenaient moins fréquentes chaque année. Il se transformait en un personnage lointain, presque mythique, d'un conte de terreur que j'avais survécu. En 1972, à 19 ans, je passais le concours d'entrée en architecture aux Beaux-Arts de Paris. L'examen était difficile, des milliers de candidats pour quelques places seulement. Je m'étais préparée comme jamais, vivant presque à la bibliothèque municipale dans les mois précédant l'épreuve. Le jour des résultats fut l'un des plus émouvants de ma vie. Marianne et moi prîmes le train pour Paris, les mains moites de nervosité. En arrivant, nous nous frayâmes un chemin à travers la foule d'étudiants anxieux. Mon cœur battait à tout rompre. Et là, au milieu de la liste d'admis, il y avait Joséphine Marie Dubois. Je criai, sautai et serrai Marianne dans mes bras avec tant de force que je faillis la renverser. Elle aussi avait été admise en pharmacie, suivant les traces de son père. À ce moment-là, toute la souffrance, toute la lutte semblait en valoir la peine. J'avais réussi. La fille, pauvre du nord de la France, fille de blanchisseuse qui avait grandi dans une maison de terreur, était maintenant étudiante dans la plus prestigieuse école d'architecture du pays. Je retournai à Rennes ce jour-là même, pouvant à peine attendre de donner la nouvelle à ma mère et à mon oncle. Quand j'arrivai à la maison, ils m'attendaient déjà dans le salon, aussi nerveux que moi. « J'ai réussi », annonçai-je dès que je franchis la porte. « Je suis admise aux Beaux-Arts. » L'étreinte de ma mère fut si forte, si pleine de fierté qu'elle me fit pleurer. Mon oncle, toujours si contenu, avait des larmes dans les yeux quand il m'embrassa ensuite. « Ta grand-mère serait si fière », dit ma mère en tenant mon visage entre ses mains. Si fière. C'était la première fois qu'elle mentionnait ma grand-mère, sa mère, qui était morte avant même ma naissance. Je réalisais alors que je portais non seulement mes rêves, mais les rêves de générations de femmes de ma famille qui n'avaient jamais eu la chance que j'avais maintenant. La logistique d'étudier à Paris tout en habitant à Rennes serait compliquée. La ville était à plus de 100 km de distance, un voyage de plus de 2 heures en train. Ce ne serait pas pratique de faire l'aller-retour tous les jours. Tu vas devoir déménager à Paris, dit mon oncle, toujours pratique. On peut te louer une chambre dans une pension près de l'école. L'idée de déménager dans la capitale, de vivre seul pour la première fois, était à la fois excitante et terrifiante. Paris était une ville immense, chaotique, très différente de la tranquillité de Rennes. Mais j'étais déterminée à affronter ce nouveau défi. Je vais chercher du travail là-bas, dis-je, ne voulant pas être un fardeau financier pour mon oncle et ma mère. Peut-être comme dessinatrice ou en donnant des cours particuliers. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, répondit mon oncle. Concentre-toi sur tes études le premier semestre, après on verra. Dans les semaines qui suivirent, nous préparâmes tout pour mon déménagement. Ma mère cousit de nouveaux vêtements pour moi. Mon oncle acheta du matériel de dessin, règles, équerres, tout ce dont j'aurais besoin pour le cours. Marianne, qui déménagerait aussi à Paris, suggéra que nous partagions une chambre dans une pension pour jeunes filles dans le quartier latin. C'était près à la fois de l'école d'architecture et de la faculté de pharmacie. Le jour du départ, ma mère m'embrassa longuement à la gare comme si elle voulait garder la sensation de mon corps contre le sien. « Fais attention, ma fille, murmura-t-elle à mon oreille, mais souviens-toi toujours de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu as surmonté pour arriver jusqu'ici. » Mon oncle, plus réservé comme toujours, me fit un câlin rapide, mais ferme. « Quoi que ce soit, nous sommes à un coup de téléphone, dit-il en mettant dans ma main une enveloppe. Ça devrait t'aider pour les premières dépenses. » Le train pour Paris partit à 7 heures du matin, m'emportant vers un avenir qui seulement quelques années auparavant semblait complètement impossible. Pendant que j'observais par la fenêtre les collines de Rennes s'éloigner, je réalisais que je laissais derrière moi non seulement un lieu, mais une version de moi-même. La fille effrayée, la victime, la survivante. Devant moi, il n'y avait pas seulement Paris, l'école, l'architecture, mais une nouvelle Joséphine que je ne faisais que commencer à connaître. Le voyage qui avait commencé dans cette maison d'horreur à Amiens était loin d'être terminé. En fait, de bien des façons, il ne faisait que commencer. Mais maintenant, pour la première fois, je regardais vers l'avenir, non pas avec peur, mais avec espoir. Non pas avec désespoir, mais avec détermination. Non pas comme une victime,
mais comme l'architecte de mon propre destin. Et c'est ainsi, dans un train chahutant sur la voie qui traversait la campagne française, que je laissais définitivement derrière moi les ombres de mon enfance et embrassais la lumière incertaine mais prometteuse de mon avenir. Les premiers mois à Paris furent un véritable choc pour une fille élevée en province. La ville était une confusion de sons, d'odeurs et de mouvements qui me laissaient étourdi. Métro bondé. Rues inondées quand il pleuvait. La chaleur humide qui collait à la peau. Tout était intense, accablant. Notre pension dans le quartier latin, un ancien hôtel particulier divisé en petites chambres, abritait environ 20 jeunes filles, la plupart étudiantes comme Marianne et moi. La chambre que nous partagions était exiguë avec 2 lits simples, une commode et une petite table que nous utilisions pour étudier. La fenêtre donnait sur une cour intérieure où le linge de toutes les pensionnaires séchait sur des fils improvisés formant une mosaïque colorée qui bougeait avec la brise. L'école des beaux-arts était un monde à part. Le bâtiment historique, avec ses lignes classiques et ses espaces majestueux, me fascinait. Là, pour la première fois, je sentis que j'avais trouvé ma place. Les planches à dessin, les maquettes, les discussions sur la forme et la fonction. Tout cela faisait battre mon cœur plus vite. Les premiers semestres furent durs. Le cours était exigeant, avec des ateliers pratiques qui s'étendaient tard dans la nuit et des montagnes de lecture qui semblaient interminables. Souvent, je me sentais complètement perdu, surtout dans les matières techniques comme la résistance des matériaux et la physique appliquée. Mes camarades, en majorité issus de familles plus aisées et ayant fréquenté les meilleurs lycées, semblaient tout comprendre avec bien plus de facilité. Mais j'avais quelque chose que beaucoup d'entre eux n'avaient pas. Une détermination féroce née des difficultés que j'avais affrontées. Chaque nuit passée éveillée à étudier, chaque week-end sacrifié pour terminer un projet, chaque centime économisé pour acheter du matériel de dessin. Tout était alimenté par la certitude que c'était ma seule chance de construire une vie meilleure. En 2e année, j'obtins une bourse de moniteur au département de dessin architectural. Elle ne payait pas beaucoup, mais elle aidait à couvrir quelques dépenses et, plus important, me donnait accès au laboratoire et aux planches en dehors des heures normales de cours. Je passais des heures supplémentaires là, perfectionnant mes traits, expérimentant différentes techniques, absorbant tout ce que je pouvais. Ce fut pendant une de ces sessions nocturnes d'études que je rencontrai Paul. Il était 2 ans au-dessus de moi dans le cours, fils d'un ingénieur civil de Versailles et travaillait comme stagiaire dans un cabinet d'architecture au centre de Paris. Grand, aux épaules larges et aux mains toujours tachées de graphite, Paul avait une façon calme de parler qui me rappelait mon oncle Joseph. « Tu es très dévoué », commenta-t-il une nuit en observant le projet sur lequel je travaillais. Une petite place communautaire pour un quartier de banlieue. La plupart des élèves de 2e année ne se souciaient pas tant des détails. « Les détails font la différence », répondis-je sans lever les yeux de ma planche, surtout quand on conçoit pour des gens qui ont si peu. Il sourit, intrigué par ma réponse. Philosophie personnelle ou citation d'un maître que je ne connaissais pas ? Expérience personnelle, dis-je finalement en le regardant. Quelque chose dans mon regard révéla plus que je ne le voulais, car Paul n'insista pas sur le sujet. Au lieu de cela, il s'assit à côté de moi et commença à suggérer quelques améliorations pour la circulation dans la place que je concevais. Il était toujours attentif dans ses critiques, jamais condescendant et véritablement intéressé par mes idées. Après cette nuit-là, Paul commença à venir régulièrement lors de mes sessions d'études. Nous parlions d'architecture, des professeurs, de livres et de musique. Il me prêtait des ouvrages rares de sa petite bibliothèque et m'invitait à des expositions ou conférences dans la ville. Il ne me pressait jamais pour en savoir plus sur mon passé, respectant mon silence sur certains sujets. Peu à peu, presque sans que je m'en rende compte, je commençais à tomber amoureuse. Ce ne fut pas un bouleversement comme dans les romans que je lisais en cachette adolescente. C'était quelque chose de graduel, construit brique par brique, comme les bâtiments que nous apprenions à concevoir. La confiance vint avant le désir, le respect avant l'intimité. Pendant longtemps, je résistais à ces sentiments. Ce que j'avais vécu avec mon père et mon frère avait laissé des cicatrices profondes et une peur ancrée de la proximité physique avec n'importe quel homme. L'idée d'être touché, même avec douceur, me remplissait de panique. Paul percevait mon hésitation, mon recul lorsque je me sentais dépassée et ne forçait jamais la situation. « Nous avons le temps », disait-il toujours avec ce sourire calme. Toute bonne architecture nécessite de la patience. Ce ne fut qu'en 3e année, presque 1 an après notre rencontre, que je décidai de raconter mon passé à Paul. Nous étions assis sur un banc dans le jardin du Luxembourg après une longue promenade dans le centre historique.
Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose, et quelque chose dans ce moment, la tranquillité et le sentiment de sécurité à ses côtés, me donna le courage. Je parlais pendant des heures, les mots jaillissant comme un barrage qui se brise. Je racontais la maison à Amiens, mon père et son alcoolisme, la terreur dans laquelle nous vivions. Je parlais de ce terrible jour de mars 1965, de l'abus et des années de silence qui suivirent. Je racontais le sauvetage, ma mère et mon oncle, et comment j'étais arrivé jusqu'ici. Paul écouta tout, sans interruption, sans jugement, sans cette pitié que je redoutais tant. Lorsque je finis, il faisait déjà nuit et les lampes du jardin étaient allumées autour de nous. Il tendit la main lentement, me laissant le temps de reculer si je le souhaitais, puis prit la mienne. « Merci de m'avoir fait confiance », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » À ce moment-là, quelque chose se mit à guérir en moi. Pas complètement, certaines blessures ne se referment jamais entièrement. Mais assez pour me permettre de faire un pas en avant, de risquer la confiance et de commencer à croire que je méritais d'être aimé. Notre relation progressa lentement, respectant toujours mes limites et mes peurs. Paul ne me pressa jamais pour l'intimité physique, comprenant que chaque petit geste, un baiser, un câlin, des mains jointes représentaient une grande victoire sur mon passé. En 1976, quand je terminais mes études d'architecture, Paul avait déjà son propre petit cabinet à Passy. Il s'était spécialisé dans les résidences de standing moyen et les petits bâtiments commerciaux, avec une approche privilégiant la durabilité et l'intégration dans l'environnement. Des concepts qui ne deviendraient tendance dans l'architecture française que bien plus tard. Ma mère et mon oncle assistèrent à ma remise de diplôme, tous deux visiblement fiers. Ma mère, qui dirigeait désormais une petite entreprise prospère de pâtisserie à Reims, paraissait 10 ans plus jeune que lors de notre vie à Amiens. Mon oncle, fraîchement retraité de l'armée, avait racheté la petite ferme dont il rêvait et passait ses journées paisiblement parmi ses poules et son potager. « Ta grand-mère serait si fière, » dit ma mère en ajustant ma toge. La première de la famille à obtenir un diplôme universitaire. Après la cérémonie, Paul me fit une proposition qui allait encore bouleverser ma vie, devenir associé dans son cabinet. « Tu as un talent rare, Joséphine », me dit-il avec insistance. Ta sensibilité pour les espaces de vie, pour l'architecture qui améliore réellement le quotidien des gens, ces précieux points nous en avons besoin au cabinet. J'acceptai bien sûr. Dans les années suivantes, le cabinet du Bois-Mons porta mon nom avant le sien, Paul insistant toujours sur le fait que le talent principal était le mien. Nous gagnâmes rapidement en reconnaissance grâce à des projets qui alliaient esthétique, fonctionnalité et responsabilité sociale. Nous nous spécialisâmes dans les écoles, centres communautaires et logements sociaux, optimisant chaque petit espace sans sacrifier la qualité de vie. En 1997, Paul me demanda en mariage. Ce fut un soir banal, après une longue journée de travail, alors que nous partagions une pizza dans la salle du cabinet. Pas de genoux à terre, pas de bague étincelante, pas de grandes déclarations. Juste cette question simple et directe, posée avec le calme qui m'avait tant séduite. Je veux construire une vie avec toi, Joséphine. Une maison, une famille, un avenir. Veux-tu m'épouser ? Je répondis oui sans hésitation. À 25 ans, je me sentais enfin prête à envisager l'avenir sans peur, à imaginer une vie partagée où les fantômes du passé ne dictaient plus tout. Nous nous mariâmes dans une cérémonie simple, dans la petite chapelle de la ferme de mon oncle à Reims. Seule la famille proche et quelques amis étaient présents. Ma mère prépara un déjeuner. Des voisins jouèrent de la musique. Paul respecta mon souhait de ne pas organiser un grand événement, comprenant que les foules m'angoissaient encore. Je préférais l'intimité des petits espaces et des visages connus. Notre maison, conçue par nous deux, se trouvait sur un terrain arboré à Passy. Assez proche du fleuve pour profiter de la fraîcheur, assez éloigné pour éviter l'agitation des touristes. C'était une construction moderne, aux lignes épurées, avec de grandes fenêtres laissant entrer une lumière naturelle généreuse. Nous avions un petit studio annexe pour travailler quand nous n'étions pas au cabinet central. Un jardin intérieur nous permettait de cultiver des plantes locales d'Île-de-France. En 1998, notre première fille, Naki, arriva, apportant une lumière nouvelle dans notre vie. 3 ans plus tard, Antoine Naki, nommé en hommage à mon frère, une manière de redonner vie à ce nom, de lui offrir un nouveau départ et une nouvelle histoire. La maternité apporta son lot de défis inattendus. Il y avait des jours où le contact constant avec un bébé m'épuisait, où les pleurs ravivaient les souvenirs des cris de mon passé. Paul savait quand j'étais dépassée et prenait soin des enfants, me laissant respirer et me recomposer.
Avec le temps, j'appris à dissocier ces réactions de mon présent et à comprendre qu'elles étaient des échos de mes traumatismes, non des défauts de ma capacité à être mère. J'appris à demander de l'aide, à ne pas me punir pour mes moments de faiblesse et à célébrer les petites victoires quotidiennes. À mesure que nos enfants grandissaient, le cabinet prospérait également. Nous remportâmes des prix nationaux pour nos projets d'école durable et fûmes invités à donner des conférences dans les universités à travers la France. Chaque fois que possible, j'incluais dans mes interventions un message sur l'importance de l'architecture sociale, sur la manière dont des espaces bien conçus pouvaient transformer des vies, en particulier celles des personnes vulnérables. En 1989, à 36 ans, je fondai le projet Maison de Lumière, une initiative à but non lucratif. Nous offrions des conseils techniques gratuits aux familles à faible revenu construisant leur maison en banlieue parisienne. Architectes et étudiants volontaires aidaient ces familles à optimiser les espaces, améliorer la ventilation et l'éclairage, et garantir la sécurité structurelle avec des ressources limitées. Ce projet me reconnecta à mes origines, à la fille qui avait grandi dans une maison étouffante dans le nord de la France. Chaque famille que nous aidions reflétait, d'une certaine manière, celle que j'aurais aimé sauver plus tôt. En 1995, un appel téléphonique changea à nouveau le cours de ma vie. C'était une assistante sociale d'Amiens cherchant Joséphine Marie Dubois, fille de Joséphine et Séverin. « Votre père est mourant », dit-elle sans détour. « Cirrhose du foie, stade terminal. Il souhaitait vous voir. » Je restai silencieuse si longtemps que la voix au bout du fil demanda si j'étais encore là. Je n'avais pas entendu le nom de mon père depuis des décennies. Pour moi, il avait cessé d'exister le jour où je quittais cette maison avec ma mère et mon oncle. « Comment a-t-il eu mon numéro ?» demandai-je enfin. « Votre mère », répondit l'assistante sociale. Elle avait transmis mes coordonnées en apprenant son état. Ma mère, qui vivait désormais avec nous à Paris depuis la mort de mon oncle, n'en avait jamais parlé. Je raccrochais en promettant de réfléchir, mais au fond de moi, je savais déjà quelle serait ma réponse. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, j'évoquai l'appel avec ma mère et Paul. Ma mère admit qu'elle avait donné mon contact à l'assistante sociale. « Je ne voulais pas te perturber, ma fille, mais je pensais que tu devais choisir d'y aller ou non, » expliqua-t-elle. Paul, fidèle à lui-même, me soutint. « Je serai avec toi si tu décides d'y aller, ou je te soutiendrai si tu décides de rester, » dit-il calmement. Je passai la nuit éveillée, revivant des souvenirs que je croyais enfouis à jamais. Au matin, ma décision était prise. « Je n'irai pas », dis-je. Il a eu des décennies pour chercher le pardon, pour changer, pour réparer le mal qu'il a causé. Je ne lui offrirai pas le confort d'une réconciliation sur son lit de mort. Paul acquiesça, respectant ma décision comme toujours. Ma mère comprit aussi, même si elle choisit d'y aller elle-même, non pour pardonner, mais pour clore ce chapitre de sa vie. Elle revint 2 jours plus tard, le visage serein, comme si elle avait déposé un lourd fardeau qu'elle portait depuis tant d'années. Il était méconnaissable, raconta-t-elle. Si fragile, si diminué. Et elle a pleuré comme un enfant et a demandé pardon pour tout ce qu'il nous avait fait, pour ce qu'il a fait à Antoine. « Avez-vous pardonné ?» demandai-je, curieuse. Elle réfléchit un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas si pardon est le bon mot. Disons que j'ai lâché prise. J'ai abandonné la colère, la peur, la haine. Pas pour lui, mais pour moi. » Séverin mourut 1 semaine plus tard. Je ne me rendis pas à l'enterrement et n'éprouvai aucun remords. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries par des excuses tardives. Les années passèrent. Mes enfants grandirent, suivirent leur propre chemin. Claire devint médecin, Antoine professeur de littérature. Paul et moi continuâmes à travailler ensemble, tout en réduisant le rythme avec l'âge. Le projet Maison de Lumière s'étendit à d'autres villes, aidant des milliers de familles au fil du temps. Ma mère vécut avec nous jusqu'à sa mort paisible, à 82 ans, en 2006. Ces dernières années furent remplies de joie, entourée des petits-enfants qu'elle adorait, préparant ses gâteaux pour les occasions, racontant des histoires de son enfance qu'elle n'avait jamais partagées auparavant. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et vois une vie reconstruite à partir des cendres d'un passé qui voulait me détruire. Je vois une carrière dédiée à créer des espaces sûrs et beaux pour les autres. Je vois une famille fondée sur le respect et l'amour véritable. Je vois un parcours de guérison qui, bien que jamais complet, m'a mené à une paix que je n'avais jamais imaginée possible. La fille terrorisée d'Amiens s'est transformée en architecte respectée à Paris, épouse aimée, mère fière, grand-mère tendre. Les mains qui tremblaient de peur dessinent désormais des projets qui transforment des vies. Les yeux qui ne voyaient autrefois que des ombres perçoivent maintenant la beauté partout. Mes chers amis, voici mon histoire. Une histoire de douleur, oui,
mais aussi de résilience, de reconstruction et de triomphe sur le mal. Si vous traversez des moments difficiles, sachez qu'il existe toujours un chemin vers la lumière, aussi sombre que la nuit puisse paraître. Avant de vous quitter, je vous demande une faveur. Si cette histoire a touché votre cœur, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Nous avons tant d'histoires de femmes fortes à partager, tant de leçons de vie pour vous inspirer. Merci d'avoir écouté. Que Dieu bénisse chacun de vous, et que le courage ne vous fasse jamais défaut pour reconstruire vos vies, aussi brisées qu'elles puissent sembler.